L'affaire de Breuil, les députés RPR demandent la réouverture du dossier. La relance de l'actionnariat, 4 millions de travailleurs déjà concernés mais pas toujours convaincus. Cinéma, 5 Oscars à Hollywood pour Kramer contre Kramer. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur Carter cédera-t-il au chantage des étudiants islamiques? L'Amérique interviendra-t-elle militairement en Iran? Que vont faire les Européens? Quelle sera la réaction des Soviétiques? J'arrête là cette énumération qui montre bien que plus le temps passe, plus on oublie les 50 hommes et femmes gardés en otage dans leur ambassade depuis le mois de novembre dernier. Et pourtant, c'est bien de leur sort dont il s'agit avant tout. Il est bon de le rappeler de temps en temps. Et ce soir, nous le rappelons avec la présence, ce qui explique un petit peu notre retard pour démarrer ce journal, la présence à mes côtés des parents d'un des otages, un Marines, le sergent Hermening. Monsieur et Madame, vous êtes venus tous les deux à Paris pour demander un visa aux autorités iraniennes afin d'aller voir votre fils. Pourquoi avez-vous pris cette décision, Madame? Eh bien, nous voudrions essayer de comprendre pourquoi les Iraniens ont pris la position qu'ils estimaient devoir prendre et prendre notre ambassade. Notre sentiment est qu'il doit y avoir un but, un message qu'ils essayent de transmettre au peuple américain. Donc nous voudrions essayer de comprendre les Iraniens. Bien sûr, nous aimerions voir notre fils, si possible, ainsi que les autres otages, mais le but principal est d'essayer de comprendre et d'essayer d'ouvrir des canaux de communication. Personne n'a parlé avec les étudiants et personne ne leur a parlé en tant qu'être humain et nous voudrions essayer de le faire. Madame, monsieur, vous savez qu'hier, pour la première fois, une délégation de la Croix-Rouge internationale a pu se rendre auprès des otages et nous avons justement en ligne ce soir pour parler avec vous en direct de Téhéran l'un de ces délégués de la Croix-Rouge, le représentant de la Croix-Rouge à Téhéran, le docteur Harold Schmidt. Monsieur Schmidt, est-ce que vous nous entendez? Vous avez vu, vous, les otages pendant plus de 8 heures hier. Monsieur Schmidt? Allô? Oui, nous vous entendons, monsieur Schmidt. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Je viens de vous poser cette question suivante. Vous avez vu hier, pendant plus de 8 heures, les otages dans l'ambassade. Alors, pouvez-vous nous raconter à nous, aux téléspectateurs français, mais surtout aux parents d'un des otages, ce qui s'est passé et ce que vous avez pu entendre comme déclaration de la part de ces diplomates américains? Bon, écoutez, moi je vous entends très mal. J'ai compris que vous me demandiez à propos de la visite d'hier. Exactement. Hier, je me suis rendu à l'ambassade américaine en compagnie d'un médecin, du docteur Libeskin, qui est donc délégué médecin du comité international de la Croix-Rouge. La visite que nous avons effectuée a duré plus de 9 heures et nous a permis de rencontrer tous les otages détenus à l'ambassade. Il est aussi important que vous sachiez qu'à l'occasion de cette visite, nous avons été autorisés à relever le nom ainsi que l'adresse des familles des otages. Et une chose qui est encore plus importante, nous avons également été autorisés à avertir les familles individuellement quant à l'état de santé des otages. Alors justement... Alors, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, là, vous avez ce soir dans votre studio les parents de l'un des otages. Nous avons dans notre studio, monsieur Schmidt, les parents du sergent des Marines, le sergent Hermening. Est-ce que vous avez rencontré le sergent Hermening et vous a-t-il dit quelque chose, a-t-il donné un message pour ses parents, par exemple? Alors écoutez, comme je viens de vous le dire, j'ai hier, à l'occasion de cette visite, pris des messages pour chacun des otages visités. J'ai en effet visité le sergent Ken Hermening. Et je me demande là si je pourrais parler directement à la mère ou au père du sergent. Allez-y, allez-y, ils sont avec nous, allez-y, monsieur Schmidt. Yes, could I speak to Miss Hello, Mr. Schmidt. Hermening? Vous pouvez leur parler en Schmidt. français, nous Go ahead. assurons la traduction. You can speak French or English because we're having translation here. Hello, this is Mrs. Tim. Mrs. Tim, Madame Tim est au téléphone. Monsieur Schmidt, vous pouvez parler en français à madame ou à monsieur Hermening, ils vous écoutent et ils vous comprennent puisque nous avons une traduction simultanée, alors allez-y. Oh, I'm sorry, I can't
I don't hear Mr. Schmidt anymore. Monsieur Schmidt, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oh, très très mal. Alors, je voulais vous dire que vous pouvez parler en français à monsieur ou à madame Hermening, car nous avons un système de traduction et ils vous entendent. Vous pouvez parler en français et ils vous poseront des questions en anglais ensuite qui vous seront traduites. Très bien. Alors j'aimerais dire tout d'abord à monsieur et madame Hermening que j'ai en effet rencontré leur fils hier à l'ambassade. Je l'ai rencontré de même que j'ai rencontré donc tous les autres otages. À cette occasion, j'aimerais juste dire à monsieur et à madame Hermening que l'impression que leur fils m'a fait au point de vue physique est bon, j'entends. Il est en bonne forme physique. Il est évident qu'au bout de 6 mois de détention, dans des conditions psychiques parfois difficiles, dans des conditions psychologiques parfois difficiles, certaines personnes sont émotionnellement troublées. Et j'aimerais dire à M. Hermening que son fils, dans le message qu'il lui a adressé et qui lui sera remis sous peu, puisqu'il a été emmené aujourd'hui de Téhéran sur Genève et qu'il sera envoyé aux États-Unis d'ici peu, eh bien son fils dit, et là je vais le citer en anglais, I would like you to know that I will never lose that. Yes. Je voudrais vous dire que je ne perds pas espoir, que je ne perdrai jamais espoir. Est-ce que vous voulez, monsieur Schmidt, je crois que madame Hermening voudrait vous poser une question à propos de son fils. Madame Hermening, posez votre question à monsieur Schmidt. Well, he was in the middle of telling me that he Eh bien, had a message that j'ai entendu dire qu'il avait un message et je pensais que j'aurais la transmission de ce message tout de suite. Est-ce que j'ai mal compris? Si vous voulez me poser des questions sur votre fils, vous pouvez le faire. Écoutez, le temps nous presse maintenant. Monsieur Schmidt, ce que voudrait savoir madame Hermening, c'est le contenu du message que lui adresse son fils et vous pouvez nous le donner en français puisqu'on est en train de lui traduire en anglais au fur et à mesure. Alors écoutez, je suis désolé, ce message a déjà été envoyé sur Genève. J'avais lu tous les messages avant de partir. I see. Tous les... Okay. Je vois, très bien. Je pense que ce que je viens de dire est très important pour les parents du sergent Hermening. Bien, est-ce que madame Schmidt madame Hermening, est-ce que vous voulez poser une question à monsieur Schmidt? Yes, I would. I would like to J'aimerais ask Mr. lui poser une Schmidt question. Je voudrais demander à monsieur what he believes Schmidt our possibility of ce obtaining a qu'il visa pense and de nos getting to Tehran. possibilités d'obtention de visa pour aller à Téhéran. Well, Mrs. Hermening, I got your question. As far as this is concerned, you know, my job here Ça sort un peu de mes compétences ici. is hostages and to try to improve the conditions. Et mon travail consiste à un peu améliorer les conditions de détention. The visa is concerned. I'm awfully sorry, but I'm not in a position to give... Donc je ne peux pas véritablement vous répondre à cette question. Bien. Écoutez, je pense que nous allons interrompre ici cette discussion entre Téhéran et ici même. Je voudrais encore poser simplement une question à madame Hermening en lui demandant si elle a bon espoir d'obtenir ce visa pour l'Iran. Est-ce que l'ambassade iranienne de Paris vous a laissé un espoir, madame Hermening? We are planning on going back tomorrow morning. Eh bien, nous avons l'intention d'y retourner demain matin. Et à ce stade, nous ne savons rien du tout. Pas encore. Nous avons essayé d'obtenir un visa. Nous allons continuer nos efforts parce que, comme je l'ai dit, nous voudrions avoir l'occasion de rencontrer, d'essayer de comprendre les étudiants et les Iraniens, et ceci en tant qu'êtres humains. Monsieur, madame, je vous remercie beaucoup de votre visite. Nous avons eu quelques problèmes pour entrer en ligne avec Téhéran, mais on ne réussit pas à chaque fois. Mais je pense que cet échange entre le docteur Schmidt, qui a vu lui-même les otages hier, et les parents était tout de même assez émouvant. Et c'était notre devoir, nous, informateurs, de vous le présenter dès ce soir. L'information en France, si vous le voulez bien maintenant. C'est au bazooka que ce matin, de bonne heure à Paris, un groupe de terroristes a tiré sur le ministère des Transports et 2 autres locaux parisiens dépendants de ce ministère. Il n'y a pas eu de victimes, que des dégâts matériels, mais ces attentats interviennent après ceux de Toulouse, du ministère de la Coopération et sont une nouvelle fois revendiqués par le groupe Action Directe. Jean-Jacques Dufour.
Il est environ 6 heures ce matin quand, selon les premiers rapports de la police, 3 hommes circulant à bord d'une voiture blanche tirent au lance-roquettes ou au fusil lance-grenades sur les bureaux du directeur de la sécurité routière, M. Christian Girondeau. On a entendu des flagrations très importantes qui nous a réveillés, nous a secoués dans notre lit. Je me suis levée, le temps de sortir, de me mettre une robe de chambre. Et quand je suis sortie pour commencer, j'ai cru que c'était Minute qui sautait. Et je suis sortie, je n'ai rien vu de spécial, si vous voulez, sinon que des débris de verre vers la banque. J'ai pensé que c'était la banque qui était attaquée. Puis quand je me suis approchée, j'ai vu effectivement que c'était au 4e qui avait été attaqué. Immédiatement après, ce sont les locaux même du ministère, distants de quelques centaines de mètres, qui sont touchés, et plus exactement ce petit bâtiment où se trouve le cabinet du ministre, M. Joël Le Teul. Il est probable que les auteurs de ces 2 attentats, qui n'ont heureusement pas fait de victimes, ont été aussi ceux du 3e commis quelques secondes auparavant contre la salle abritant les ordinateurs qui servent au ministère à établir des prévisions de trafic pour guider les automobilistes rue Raymond-Losseron. Une action spectaculaire revendiquée au nom de l'organisation Action Directe par un inconnu qui a téléphoné à l'agence France Presse, disant en substance: nous revendiquons la libération immédiate de nos camarades emprisonnés. Ce matin, le 8e, le 14e, le 16e. Demain, qui sait? L'affaire de Breuil a été aujourd'hui le principal sujet de conversation dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Et ce soir, si l'on veut faire le point, il faut dire d'abord que le Parti communiste et le Parti socialiste, à peu près pour les mêmes motifs d'ailleurs, demandent la comparution de M. Poniatowski devant la Haute Cour de justice. Ces motifs étant les suivants: violation du secret de l'instruction, non-assistance à personne en danger de mort et soustraction de pièces du dossier dont M. Poniatowski aurait eu connaissance en qualité de ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la thèse des socialistes et des communistes. Cette requête sera examinée demain par le bureau de l'Assemblée nationale. À cela, il faut ajouter une décision à laquelle on s'attendait moins, celle du groupe RPR, qui demande une réouverture de l'enquête pour les raisons qu'explique à Daniel Brem M. Labbé, le président du groupe. Je vous le dis tout de suite, nous n'avons aucune envie de nous associer, de nous aligner sur des positions prises par les représentants du groupe communiste et du groupe socialiste. La justice est saisie de ce dossier, elle va peut-être décider d'un complément d'information, nous ne le savons pas. Nous croyons que la voie judiciaire est déjà une voie importante. Mais si elle se révélait insuffisante, c'est-à-dire par exemple si l'intéressé, Michel Poniatowski, se refusait à se prêter, peut-être en excipant de son ancienne qualité de ministre de l'Intérieur à certaines enquêtes ou ne répondait pas à certaines questions, alors je dirais que presque de lui-même, il rendrait nécessaire la saisine de la Haute Cour. Si on estimait par exemple qu'un ministre de l'Intérieur ne veut pas répondre devant une juridiction banale. En tout cas, nous ne pensons pas que cette affaire puisse se terminer sur un rideau qui se baisse dans la nuit sans que la lumière soit faite. Alors cette décision du RPR, comme on pouvait s'y attendre, a provoqué une réaction de l'autre groupe de la majorité, l'UDF, par la voix de M. Chineau, le président du groupe à l'Assemblée nationale, qui dénonce l'attitude du RPR et estime qu'après l'assassinat de M. de Breuil, c'est l'assassinat politique, cette fois-ci, de M. Poniatowski que l'on prépare. Je suis profondément choqué de voir 3 présidents de groupe de l'Assemblée nationale se livrer à des commentaires, à des assertions depuis quelques jours, le dernier aujourd'hui, et qui ont pour objet de voir des présidents de groupe de l'Assemblée nationale demander à la justice de réouvrir un dossier. Je considère ces prises de position comme particulièrement graves, tout simplement parce qu'elles violent un aspect fondamental des démocraties, des sociétés de liberté et des institutions françaises qui sont la séparation des pouvoirs. Que je sache, le Parlement n'a pas à intervenir dans une affaire qui est en ce moment même dans les mains de la justice, qui vient de franchir un stade, qui en franchira d'autres. Et alors ce que l'on voudrait bien savoir, Noël Copin, dans toute cette affaire, quelles sont les pensées
et les arrière-pensées, car il n'en manque sûrement pas, de tous les acteurs de cette affaire. Écoutez, les pensées sont théoriquement claires et les mêmes pour tous, que toute la lumière soit faite et que la justice poursuive ou reprenne son cours. C'est la pensée de ceux qui attaquent directement ou indirectement M. Poniatowski et c'est aussi la pensée de ceux qui le défendent. Reportez-vous aux récentes déclarations de M. Jean Le Canuet. Et les arrière-pensées, eh bien, elles sont à vrai dire presque aussi apparentes, presque aussi transparentes. Le Parti communiste, lui, entend donner à cette affaire toute sa dimension politique. Il entend lui donner aussi le plus de retentissement possible. Après avoir été attaqué lui-même toutes ces dernières semaines, il profite de l'occasion qui lui est offerte pour développer une vigoureuse contre-offensive. Le Parti socialiste, lui, était un peu plus hésitant et il s'interrogeait sur l'opportunité d'une démarche qui aurait été trop spectaculaire. Le RPR, lui, a pris, vous l'avez vu, une attitude qui est un peu une attitude de simple menace. Le RPR, on se demande si, comme dans d'autres cas, sur d'autres problèmes politiques, il n'est pas en train de jouer à retenez-moi, je fais un malheur, de se demander lui-même jusqu'où il peut aller trop loin. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que beaucoup de membres du RPR ne sont pas mécontents de prendre une revanche, même si c'est momentané, sur M. Poniatowski. Ils n'ont pas oublié un certain nombre de petites phrases, et en particulier cette réflexion sur les copains et les coquins que Michel Poniatowski avait utilisé dans d'autres affaires. Eh bien, est-ce que vous n'avez tout de même pas l'impression, Noël Copain, que dans toute cette affaire, on est un petit peu loin des vrais problèmes politiques du moment? Sans doute, mais je crois qu'il faut quand même faire ces deux constatations qui sont à vrai dire deux constatations d'évidence. La première concerne l'avenir. Nous sommes à 1 an seulement des élections présidentielles. Il y a eu récemment l'affaire Marchais, il y a maintenant cette affaire de Broglie qui est transformée en affaire Poniatowski. Il y aura peut-être encore d'ici 1 an d'autres affaires. La deuxième constatation d'évidence concerne le passé. Cette affaire de Broglie il y a maintenant plus de 3 ans. C'était une affaire grave. Il y a eu mort d'homme et d'un homme qui avait occupé de très hautes fonctions. Or, les circonstances et les mobiles de cet assassinat demeurent encore très mystérieux. Il est évident que si on avait connu plus tôt la vérité sur cette affaire, on ne verrait pas aujourd'hui se développer des manœuvres à la fois politiques et judiciaires. En cela, comme en tout, plus tôt la vérité sera connue, meilleur ce sera pour la démocratie. Alors, je voudrais simplement ajouter à propos de l'affaire de Broglie une première dépêche qui est celle qui émane de M. Poher, le président du Sénat, qui déclare que la procédure de la Haute Cour de justice n'est pas adaptée aux circonstances actuelles à propos de M. Poniatowski. Et puis une nouvelle politique, celle-là, c'était M. Michel Debré, qui était ce midi l'invité de TF1 et qui a déclaré à propos de sa candidature éventuelle à l'élection présidentielle, je cite, « Pour ce qui concerne ma réflexion, je penche vers la candidature. J'ajoute, a dit M. Debré, que j'y suis prêt et que s'agissant de l'intérêt de la France, je suis tenace. » Journée d'action interprofessionnelle le 24 avril, c'est ce qu'a annoncé lui-même cet après-midi M. Georges Chegui, une action menée par la seule CGT pour protester contre la hausse des prix, le chômage et en général la politique du gouvernement de M. Raymond Barre. Non au ticket modérateur. La réponse de la Fédération nationale de la mutualité française, qui regroupe près de 22 millions d'adhérents, aux décisions de M. Barrot est donc sans équivoque. Théoriquement, c'est le 1er mai que doit entrer en vigueur cette nouvelle mesure qui prévoit que les petits soins des assurés sociaux devront s'acquitter d'au moins 5% des frais engagés. Le but étant, bien sûr, de réduire les dépenses de santé. Pour l'instant, les discussions ne sont pas rompues entre les deux partenaires, mais chacun campe sur ses positions. Jean-Marc Kilouz. Voici l'une des 8000 sociétés mutualistes françaises. Elle gère les cotisations de quelques 70 000 adhérents, commerçants ou artisans parisiens, désireux de se voir rembourser ce que ne leur reverse pas la sécurité sociale. Au titre du décret portant application du ticket modérateur dit d'ordre public, il leur sera bientôt demandé, pour les petits soins seulement, de s'acquitter de 5% des frais engagés. Une perspective plutôt mal accueillie. Je suis retraité depuis le mois de décembre, ayant une toute petite retraite qui s'élève à 1 600 000 anciens par an. Je trouve que si on nous prend encore de l'argent quand on cotise, on ne pourra plus arriver à cotiser, on ne sera pas remboursé intégralement sur nos 20% supplémentaires. Et ça ne profitera pas aux assurances sociales pour une bonne raison, c'est que les assurances sociales n'ont rien à voir là-dedans. Et ma foi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement vient s'occuper de ça. Pourquoi le gouvernement vient-il légiférer en matière de cotisation volontaire? Il s'agit d'argent privé. C'était là aussi le principal argument avancé samedi en Assemblée générale par les membres de la Fédération nationale de la mutualité française. Elle regroupe 12 millions d'adhérents, soit 23 millions de bénéficiaires, et refuse d'appliquer une mesure qu'elle qualifie de technocratique. Nous ne demandons rien au pouvoir public. Nous demandons seulement la liberté de pouvoir utiliser, comme nous l'entendons, une cotisation volontaire pour nous protéger contre la maladie et contre les risques de l'existence. C'est ce droit à la liberté d'utiliser les fonds privés que nous demandons tout simplement, mais nous ne demandons pas d'argent. Ceci dit,
nous sommes évidemment prêts à toute discussion et à participer à l'effort pour arriver à la maîtrise des dépenses de santé. Mais il y a un point sur lequel nous ne pouvons absolument pas transiger, c'est celui de la défense des libertés mutualistes. L'effort que nous demandons aux cotisants est minime, souligne-t-on au ministère de la Santé. 5 francs seront à leur charge pour 100 francs de soins. Il faut bien comprendre que seuls les petits soins sont concernés. Les nouvelles mesures ne changeront rien en cas d'hospitalisation ou de longue maladie. Les assurés bénéficieront toujours des 100% dans les cas graves. Il ne s'agit que d'une mesure de sensibilisation destinée à préserver l'avenir de notre système de prestations. D'abord, il faut bien rappeler, je crois, la portée de la mesure. C'est tout simplement un feu clignotant qui est là pour éviter que l'on ne fasse pas attention lorsqu'on dépense en oubliant que c'est la sécurité sociale qui paye l'essentiel. C'est tout. Il ne s'agit pas d'une vexation contre qui que ce soit, mais un appel à la responsabilité. Alors je dis clairement aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons au monde mutualiste pour qu'il comprenne la nécessité de participer lui aussi à la maîtrise des dépenses de santé pour éviter qu'un jour nous soyons obligés de remettre en cause la sécurité sociale à laquelle pourtant nous sommes tous attachés, et le monde mutualiste en premier lieu. Alors je ne peux pas croire que cet appel à la responsabilité ne sera pas entendu. Une première séance de discussion a eu lieu hier entre fédérations mutualistes et gouvernement. Elle n'a pas abouti, mais les ponts ne sont pas coupés. Il serait difficile aux mutualistes de se soustraire longtemps au nouveau décret. Il serait peu populaire pour le gouvernement de retirer son agrément à 8000 mutuelles. Pour l'instant, les positions restent tranchées, mais de part et d'autre, on reste persuadé que l'on est condamné à s'entendre. La compagnie américaine Braniff a décidé de suspendre ses vols sur Concorde. Motif, l'essence, plutôt le kérosène pour ce qui concerne les avions, coûte maintenant trop cher. Réussite technique, échec commercial, puis pression aussi des Américains. C'est donc la constatation qu'il faut faire à propos du Concorde, puisque dans le même temps, à Paris, le ministre des Transports français annonce que les 2 derniers des 8 Concorde fabriqués en France vont être vendus pour le franc symbolique à Air France. Les athlètes américains seront toujours les bienvenus à Moscou, s'est contenté de déclarer aujourd'hui à Moscou le vice-président du comité olympique soviétique. Ces propos ont été repris aujourd'hui à Paris par l'ambassadeur du RSS en France, M. Tchervenenko, qui à propos de l'Afghanistan a lui aussi répété la position officielle de son pays, à savoir que les soviétiques s'en iront le jour où l'agression extérieure aura cessé. Après M. Sadat, c'est M. Begin, le Premier ministre israélien, qui est arrivé aujourd'hui aux États-Unis pour discuter avec le président Carter du problème de l'autonomie des Palestiniens et de la Palestine, qu'il faudra régler avant le 26 mai selon les accords contractés à Camp David. À Cuba, aucun candidat à l'exil n'est toujours parti, mais les autorités continuent de délivrer des sauf-conduits et la situation, tout au moins sur le plan sanitaire, apparaît de moins en moins dramatique, dans la mesure où beaucoup de réfugiés, munis de leurs sauf-conduits, ont pu regagner leur domicile. Le leader du Parti communiste italien, M. Berlinguer, est arrivé en Chine, un voyage important dans le contexte politique du moment et dont on connaîtra véritablement l'importance après les réunions qu'il va avoir avec les principaux dirigeants de Pékin. Nous le voyons ici à son arrivée à Pékin justement aujourd'hui. Et il ne s'agit pas du tiercé, mais des résultats des Oscars d'Hollywood la nuit dernière. Meilleur film, Kramer contre Kramer, l'histoire d'un enfant et de 2 parents surtout déchirés entre leurs enfants, plus exactement, divorcés. Acteur numéro 1, Dustin Hoffman pour son interprétation justement dans ce film. Actrice numéro 1, Sally Field. Un Français a également été récompensé, Georges Delerue, pour sa musique du film Little Romance. Jacques Séguy et France Roche ont rencontré les héros de cette soirée, Dustin Hoffman et Meryl Streep, les 2 acteurs de Kramer contre Kramer. Désigné meilleur film de l'année, meilleure adaptation cinématographique, Dustin Hoffman, meilleur comédien de l'année, et Meryl Streep, meilleur second rôle. Meryl Streep, actrice de théâtre venue à la télévision dans Holocaust, à l'écran dans Voyage au bout de l'enfer et Manhattan, est la femme d'un sculpteur et mère d'un bébé de 4 mois. Robert Benton n'est pas très connu en France. Il est très inhabituel. Il envisage tout le film en termes de collaboration. Peut-être parce qu'il était auteur avant d'être metteur en scène.
Il nous a permis à Dustin et à moi de collaborer au film de la conception jusqu'à la fin. Dustin était d'ailleurs dans la salle de montage. Nous avons même collaboré au dialogue, évidemment pas pour l'essentiel. Il a écrit lui-même toute la structure, mais c'est un homme assez inhabituel, très gentleman. Il est tranquille. Si vous le rencontrez, il est très différent des autres, pas du tout autocrate. Mon petit garçon n'a que 7 ans, il a besoin de moi. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de son père aussi. Mais je crois qu'il a plus besoin de moi. Je pense que ce film est une sorte de croisade sociale. Traditionnellement, les tribunaux accordent la garde d'un enfant à la mère sans chercher à savoir si elle convient à l'enfant. C'est une sorte de chauvinisme mâle, à l'envers. Je ne prétends pas à défendre de cause. Ce que je veux, c'est montrer dans mes rôles ce que je pense de la vie, exprimer ce que j'aime ou pas. Si c'est un acte politique, pourquoi pas? Dis donc, papa, tu m'as ramené la glace super choco comme tu avais promis. Oui, je t'ai bien ramené une glace super choco comme j'avais promis, mais tu toucheras pas à la glace tant que tu n'auras pas fini ton assiette avec ta viande et ton maïs où tu vas. Reviens ici immédiatement. Reviens. Ne fais pas ça. Reviens tout de suite, mon vieux. Attention. Est-ce que tu as compris? Billy, écoute-moi. Arrête de faire le malin. Tu vas me faire le plaisir d'aller ranger ça et de finir ton dîner. Attention, je te préviens, t'avales une bouchée de ça et ça va faire très mal. Non, je te l'interdis. Je te l'interdis, tu comprends? Arrête, non, arrête. Si jamais je te vois en avaler une bouchée, ça va faire mal, extrêmement mal. Joue pas ce petit jeu-là avec moi. Pose ça immédiatement. Je vais pas te le redire 2 fois, attention. Je ne le répéterai pas. Je ne le répéterai pas. Je ne le répète pas. Aïe! Arrête de me donner des coups de pied. Voilà, si vous voulez savoir s'il a vraiment laissé tomber sa cuillère, vous n'avez qu'à aller voir le film. Avant de conclure ce journal, une information importante. Vous savez qu'on a longuement parlé ici même dans ce journal de l'affaire de la centrale nucléaire de Plogoff, entre ceux qui prétendent qu'elle doit s'installer à Plogoff et les habitants notamment qui ne veulent pas que cette centrale s'installe à Plogoff. Eh bien, ce soir, une dépêche qui vient d'arriver indique qu'un avis favorable a été émis au projet d'implantation d'une centrale électronucléaire à Plogoff. Ce n'est pas encore vraiment officiel, c'est ce qu'on apprend ce soir donc auprès des services de la préfecture du Finistère à Quimper. La commission d'enquête désignée dans le cadre de la procédure relative au projet d'implantation a remis aujourd'hui son rapport au préfet du Finistère et elle a donc exprimé un avis favorable à cette implantation. C'est du moins ce qu'indique cette dépêche qui vient de tomber à l'instant. Le football maintenant, vous allez voir les panneaux des matchs ce soir en 8e de finale de la Coupe de France de football. Il n'y a qu'un match qui est remis, c'est le match Montpellier-Lens à cause du mauvais temps. Tous les autres matchs ont lieu ce soir et vous aurez bien sûr les résultats dans notre dernier journal en fin de programme. Et puis il y a un tiercé demain, j'ai les pronostics de Pierrette Bresse sous les yeux, j'espère que vous allez les avoir vous aussi sur votre écran. Le 2, le 15, le 4, le 17, le 3, le 6, le 18 et le 10. Et puis il y a aussi une chose très importante pour terminer, c'est la météo de demain. Demain sur les régions du nord et du nord-est, temps ensoleillé assez chaud en cours de journée, tout va bien. Ailleurs, malgré quelques éclaircies locales sur les bassins aquitains et parisiens, temps frais, très nuageux à couvert, avec des pluies et des orages, principalement en montagne, dans les Alpes et le Massif central, vent d'est modéré à assez fort en Méditerranée. Voilà, ce soir, dernier journal donc présenté vers 23 h par Claude. Demain, l'invité d'Antenne 2 midi, c'est Arnaud de Borgrave, journaliste américain et qui s'intéresse, vous le verrez, à bien d'autres sujets. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Avant de vous quitter, je voudrais quand même
m'excuser un petit peu pour le début de ce journal un peu mouvementé, un peu retardé, mais je pensais qu'il était, je pense et nous pensions qu'il était intéressant de mettre en relation cette famille qui va partir à la recherche de son fils retenu en otage à Téhéran et de vous les montrer, car ça aussi c'est notre devoir d'informateur et nous avons essayé, avec les difficultés que vous avez vues, de le faire le mieux possible comme nous essayons de le faire chaque soir. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2.